De bonnes raisons d'écouter la radio nationale. Une nouvelle grille de programme pour Radio Côte d'Ivoire depuis ce matin 5h. Déjà à l'antenne, Angeval pour la matinale. Angeval, pour nous c'est terminé. Merci beaucoup à vous Serge Dakouri. Avant de... Moi-même je dirais plus 2-0. 2-0. Des invités, l'actualité nationale croquée et le sport toujours au rendez-vous. L'attention monte d'un cran Côte d'Ivoire-Maroc, c'est dans 5 jours exactement, tout est au rouge, que dis-je, tout est orange. C'est que pour cette nouvelle grille, l'accent sera mis sur le débat et l'interactivité. Nous avons reconduit quelques anciennes et nous avons créé de nouvelles. En définitive, nous aurons le débat, un magazine économique, nous aurons une tribune consacrée aux faits divers du lundi au vendredi. Nous aurons également beaucoup plus de temps à consacrer à la question de la santé. L'information de proximité avec le journal des faits divers, davantage de paroles aux femmes. Radio Côte d'Ivoire est dans son rôle, mais le groupe RTI en pleine rentrée, c'est aussi avec RTI 2 qui annonce les couleurs. Je veux dire, nos 100% coupé décalé, zouglou, hip-hop et autres, les jeunes ont apprécié, ça ils nous l'ont fait savoir, donc ils les auront. Surtout, mesdames, vraiment, je voudrais que vous notiez cela, du lundi au vendredi, à partir de 16h, un gros bloc de fiction pour vous, mesdames. La chaîne de divertissement du groupe RTI axée sur le sport et la culture se rapproche davantage des téléspectateurs avec sa nouvelle production. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est une quotidienne de 19h45 à 20h30 du lundi au vendredi où nous allons donner la parole à nos téléspectateurs. C'est un plateau mené par un animateur entouré de chroniqueurs. Radio Côte d'Ivoire, RTI 2, mais aussi les productions RTI 1 lancent leur programme pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs. Après 3 jours de recherche en brousse en 1963, le jeune médecin capitaine Raffier découvre l'asile de lépreux abandonné de Manicro. À la vue de ces malades livrés à eux-mêmes, Raffier décide de se consacrer au bien-être des habitants de ce village. En 50 ans, ce village va bénéficier d'infrastructures pour amorcer son développement. Hôpital léproserie, groupe scolaire, village avec des infrastructures modernes. Des réalisations pour ce village devenu un centre de référence en Afrique pour la prise en charge des malades de la lèpre. Baptisé Raffier Cros dans les années 1980, du nom de Gilbert Raffier, le médecin capitaine s'est investi pour mettre à la disposition des malades de la lèpre toutes les commodités. À 90 ans, il revient sur ses traces pour faire ses adieux à la Côte d'Ivoire et confier son héritage à ses descendants. Vu mon grand âge, vous pensez bien que le père fondateur que je suis, depuis plus de 54 ans, aspirant au repos, je passe le flambeau à mes enfants pour continuer la route. Un héritage que sa famille s'engage à préserver pour le bonheur des malades et des habitants de Raffier Cros. Ce projet de Raffier Cros est le projet de vie de mon père, ça n'est pas le mien. Moi, j'ai pris la responsabilité de m'occuper du projet de spiruline. Pour soutenir ces actions, une ferme de spiruline est en exploitation. Les revenus de cette ferme vont servir à soutenir le village. La spiruline est considérée par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme le meilleur aliment, le plus complet en ce 21e siècle. Ce groupe n'est pas à Versailles pour une visite ordinaire. La délégation découvre le potager du roi, juste à côté du château. S'ils ont fait le déplacement, c'est pour mieux comprendre les défis auxquels doit faire face ce lieu. Ces visiteurs sont des mécènes représentant le World Monuments Fund, qui vient d'inscrire le potager sur sa liste 2018 des sites à préserver. Nous regardons l'importance du site, à la fois d'un point de vue historique, mais aussi en termes d'art et de design. Nous regardons les besoins en termes de préservation et les possibilités qu'offre ce lieu. Et je pense qu'il y a, au potager du roi, une liste conséquente de besoins. Des défis, il y en a beaucoup à relever pour ce potager, construit à la demande de Louis XIV, entre 1678 et 1683. Et d'abord, le changement climatique,
qui affaiblit les plantations, notamment les 400 variétés de légumes et plus de 450 pour les fruits. Aujourd'hui, 40% de ces arbres doivent être remplacés. Et ces murs qui tombent en ruine, mais qui ont un rôle essentiel, protéger les cultures et créer des microclimats au sein du potager. On n'est pas face à l'urgence du type un ouragan ou un tremblement de terre. Par contre, il est primordial aujourd'hui de réfléchir à comment maintenir l'ambiance du jardin, comment faire pour nos formes fruitières, comment faire pour nos collections de fruits, comment faire pour nos alignements d'arbres dans des systèmes de culture nouvelles. Et il faut y réfléchir maintenant, avant que tout part, avant que tout devienne moins beau. D'autant que ce jardin abrite l'école nationale qui forme les paysagistes de demain. Un lieu d'histoire qui sert aussi de laboratoire pour une culture sans aucun traitement phytosanitaire. Des produits sains donc que le visiteur peut découvrir mais aussi acheter au plus près de ce royal producteur. Un battement d'ailes et puis s'en va. L'oiseau de paradis, ou Cendrawasih en langue locale, est de plus en plus difficile à apercevoir dans la jungle de Papouasie indonésienne. L'espèce pourrait bientôt disparaître en raison de la déforestation et du braconnage. Le Cendrawasih est très spécial parce qu'on l'appelle l'oiseau de paradis. L'Indonésie héberge 41 espèces d'oiseaux de paradis, dont 37 en Papouasie, à l'est de l'archipel. Malgré leur interdiction à la vente, le trafic s'intensifie. Les oiseaux sont vendus sur le marché noir dans d'autres régions d'Indonésie ou en Asie du Sud-Est. Autre menace, la destruction des forêts tropicales. Nous veillons à ce que les forêts ne soient pas détruites et bien sûr à ce que l'oiseau de paradis survive. Et comme la majorité de la forêt de Raja Ampat est protégée, nous espérons le protéger à l'avenir. La Papouasie abrite un tiers des forêts tropicales de l'archipel. Une surface qui ne cesse de diminuer pour laisser place aux plantations agricoles. Les ornithologues cherchent alors une solution pour protéger l'habitat des oiseaux tout en stimulant l'économie locale. Entre 2014 et 2015, la forêt tropicale a perdu plus de 100 000 hectares. Face à l'accélération de cette déforestation, l'écotourisme pourrait donc être une des seules chances de survie des oiseaux de paradis. 6 novembre 1982, Paul Biya devient président de la République du Cameroun. Le Cameroun avait une économie prospère. L'autosuffisance était assurée. La vie sociale ne suscite aucune inquiétude particulière et son chef, Amadou Ahidjo, est cité parmi les sages d'Afrique. Le 4 novembre 1982, après un bref séjour privé en France, dont il était rentré la veille, Amadou Ahidjo annonce sa décision de démissionner de la présidence de la République. Ce fut une grande surprise. Au moment où Amadou Ahidjo annonce sa démission, aucune contrainte politique, manifeste ou latente ne peut être invoquée pour expliquer sa décision. 2 mois plus tard, Amadou Ahidjo déclare à la presse que son état de santé est bon. Le 6 novembre 1982 donc, Amadou Ahidjo passe le pouvoir à Paul Biya. Paul Biya appartient à la génération des politiciens par décret, forgé par l'ancien président Ahidjo. Toute sa carrière, il la doit à la nomination, en 1962, l'année de son retour au Cameroun après une formation de 6 ans en France. Il est nommé chargé de mission à la présidence à l'âge de 29 ans. En janvier 1968, Paul Biya est secrétaire général de la présidence, cumulant cette fonction avec celle de directeur du cabinet civil. En juin 1975, il est nommé Premier ministre. D'un bout à l'autre de la carrière administrative de Paul Biya, le décret du président Ahidjo joue un rôle décisif. Même son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 obéit à la logique discrétionnaire. Les dispositions relatives à la succession présidentielle au moment où Paul Biya accède au pouvoir étaient en contradiction flagrante avec l'article 2 de la Constitution du 2 juin 1972 qui stipulait que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. Mais la politique du parrain pour laquelle avait opté Amadou Ahidjo était sans scrupule. C'est la raison pour laquelle le discours de démission du président Ahidjo du 4 novembre 1982, dans lequel il est précisé que Paul Biya mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur, apparaît comme un acte de nomination. Paul Biya nomme comme Premier ministre un homme originaire du Nord Cameroun, actuelle région de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Il reconduit dans leurs fonctions ministérielles tous les hommes que M. Ahidjo a laissés au gouvernement.